Bonjour à tous. Dans ce nouveau cours, on va aborder du coup la loi autonomie des personnes âgées du 20 juillet 2001 et 28 décembre 2015. Ces lois dites d'adaptation de la société au vieillissement, portées par le ministre des Affaires sociales et de la Santé et le secrétaire d'État auprès des ministres des Affaires sociales de la Santé, chargé des personnes âgées et de l'autonomie, donnent la priorité à l'accompagnement à domicile. Donc il faut savoir que le domicile tel qu'on le connaît aujourd'hui date vraiment voilà, de 2005 à peu près, avec la création des premières vraies structures d'accompagnement. Et après vraiment le grossissement et puis cette volonté un petit peu des entreprises privées d'aller se positionner dans le maintien à domicile. Dans les faits, donc c'est super de garantir le maintien à domicile, de pouvoir accompagner les personnes, le plus longtemps possible chez elles avant, le passage en institution, notamment pour les personnes les plus âgées. La réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises peu scrupuleuses qui sont un petit peu engouffrées dans cette brèche et on se retrouve aujourd'hui avec des entreprises franchisées, avec des entreprises un petit peu, motivées par l'appât du gain qui malheureusement, voilà, fournissent une qualité de service qui est pas tout à fait celle qui serait attendue, du moins, par les structures et par les professionnels tels qu'on l'entend dans le médico-social. Cette loi, elle contient des mesures concrètes visant à améliorer le quotidien des personnes âgées et de leurs proches afin qu'elles puissent vieillir chez elles dans des bonnes conditions. Donc dans ce texte de loi, on va trouver énormément de choses, pour les personnes âgées et notamment, le 1er, c'est l'amélioration de l'APA, donc l'allocation personnalisée d'autonomie, notamment à domicile. Donc lapin, vous pouvez tout à fait continuer à la percevoir quand vous êtes, en structure d'accueil, que ce soit en EPA, en EHPAD, en APA, enfin peu importe. Vous pouvez tout à fait continuer à bénéficier de cette allocation personnalisée d'autonomie. Mais vraiment à domicile, elle prend tout son sens, pour, le financement de l'aide humaine et de la prise en charge notamment de la dépendance à domicile. Deuxième chose dans ce texte de loi, c'est la reconnaissance et le soutien aux proches aidants à travers le droit au répit. Donc ça, l'aidant proche, l'aidant familial, c'est les personnes qui font partie de votre entourage, qui vont s'occuper de vous quand justement votre situation vous permet plus voilà, d'assouvir vos besoins fondamentaux et les gestes de la vie quotidienne. Donc ça, évidemment, vous êtes un couple marié, votre conjoint, votre conjointe, est atteint d'une maladie dégénérative, pardon, type maladie d'Alzheimer. La personne avec qui vous partagez votre vie, bah, du coup, va être dans une pathologie avec des évolutions qui vont être très rapides, enfin très rapides, plus ou moins rapides, en fonction justement voilà, de votre ressenti par rapport à la pathologie, comment ça se développait, votre métabolisme, il y a énormément de choses qui rentrent en compte. Mais néanmoins, la personne qui elle, n'est pas atteinte de la maladie, va devoir soutenir son proche. Et ça, forcément, sur le long terme, sur le moyen long terme, ça va être assez éprouvant, ça va être difficile à gérer. On peut tout à fait imaginer, que voir la personne avec qui on a vécu, toute sa vie, commencer à développer des troubles cognitifs qui vont, doucement et sûrement l'emmener sur, des démences assez profondes, des troubles de la reconnaissance, des troubles mnésiques où la personne va plus forcément vous reconnaître. Ça va être très, très compliqué à vivre au quotidien et du coup, ce statut d'aidant proche, d'aidant familial, la reconnaissance de ce statut était essentielle et le droit au répit qui permet justement à ces aidants proches, à ces aidants familiaux de, voilà, d'avoir une bouffée d'oxygène, de bénéficier de repos, de bénéficier justement voilà, de solutions qui vont leur permettre de pouvoir souffler pour se recentrer sur eux-mêmes et pour justement et ben, eux, prendre le repos, hem qui est nécessaire. Il faut bien être conscient, que ça, notamment à domicile, on va le trouver assez fréquemment. Des personnes qui sont pas atteintes de la pathologie, qui vont accompagner un proche malade, un proche en situation de handicap et qui vont s'épuiser et qui, au final, eux, vont se retrouver dans des situations qui seront graves, voire même plus graves que la situation du proche qu'ils accompagnent. Donc voilà, donc ce droit au répit était fondamental vraiment dans cette dimension d'accompagnement, et voilà, de reconnaissance du travail qui est engagé par ses proches. La réforme du congé de soutien familial qui devient le congé de proche aidant, donc ça, toujours dans cette même dynamique, donc ça avec un droit au congé, différent avec, la possibilité d'obtenir, du prêt de congé par ses collègues, de pouvoir aussi aménager son temps de travail en fonction de la personne qu'on accompagne. Tout ça, c'est encadré par ces textes de loi et enfin, de nouvelles aides pour améliorer la prévention de la perte d'autonomie.
Voilà, on va déjà regarder un petit peu tout ça ensemble. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus, concisement et puis, pertinemment possible. Donc première chose, l'amélioration de l'APA. Donc la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement réforme l'APA en vue d'améliorer, hein, plusieurs points de cette loi. Donc en donnant plus d'aide à ceux qui en ont besoin, donc ça vraiment avec, voilà, avec cette grille Agir qui est beaucoup plus réaliste sur les besoins des personnes et qui va vraiment venir, donner des aides, donner de l'aide humaine et financière aux personnes qui en ont le plus besoin. Donc ça en catégorisant un petit peu les personnes, hein, ça peut sembler un petit peu barbare de placer les gens dans des catégories de dépendance. La réalité que c'est vraiment dans un but de les accompagner au mieux et d'être au plus près de leur réalité, sans rien manquer de leur prise en charge. En diminuant la participation financière de la majorité des bénéficiaires de l'APA, donc ça avec des barèmes qui sont plus justes, qui font plus pour les personnes qui ont le moins de ressources et qui est dégressif en fonction justement, hein, voilà, de vos ressources et puis de des besoins que vous avez aussi. En prenant mieux en compte les besoins et les attentes des bénéficiaires de l'APA et ceux de leurs proches aidants. Donc ça, un fondamental, je vous l'explique un petit peu plus haut. Donc voilà. La réforme de l'APA à domicile est entrée en vigueur le 1er mars 2016, donc c'était il y a pas si longtemps, hein et du coup, il y a une revalorisation là qui vient d'être votée ces derniers jours avec une augmentation justement de ce taux horaire pour, valoriser le travail des intervenants à domicile, hein, que ça soit des aides ménagères, des assistants de vie aux familles ou des accompagnants éducatifs et sociaux dans leur spécialité domicile. Voilà. À partir du 1er mars 2016, donc les montants maximum des plans d'aide sont fixés. Donc ça, hein, vous voyez, par rapport au GIR, c'est le petit barème. Donc on va pas trop s'étendre dessus, hein, c'est là à titre informatif, donc vous regarderez plus en détail si jamais vous avez besoin de l'expliquer à des personnes que vous aurez accompagnées. N'hésitez pas à revenir dessus ou à aller regarder sur internet, bien évidemment. Vous voyez apparaître un terme, hein, on vous parle de GIR, donc GIR 1, GIR 2, GIR 3, GIR 4. Le GIR, qu'est-ce que c'est? Le GIR, il correspond au degré de perte d'autonomie d'une personne âgée. Donc le GIR, hein, ça veut dire le groupe ISO ressources. Le GIR d'une personne est calculé à partir de l'évaluation effectuée à l'aide de la grille Agir. Donc la grille Agir, hein, vous pourrez être amené à l'utiliser parfois, notamment les AES, hein, peuvent l'utiliser à certains moments selon les services avec qui ils travaillent. Pour les autres, vous aurez souvent accès à cette grille et du moins on vous parlera, cette personne est en GIR 2, cette personne est en GIR 3. Donc ça fait partie du vocabulaire vraiment du médico-social quand on parle des seniors et des personnes âgées. Il existe 6 GIR, donc le GIR 1 est le niveau, maximal, hein, de perte d'autonomie. Le GIR 6 est le plus faible. Il faut savoir, hein, que les personnes qui sont, du GIR 1 au GIR 4 ont droit à l'APA. Les personnes en GIR 5 et 6 n'auront pas droit justement à cette aide, mais ils pourront bénéficier un petit peu d'autres aides, notamment de leur mutuelle, de leur caisse de retraite, voilà, en fonction un petit peu de leur degré d'autonomie. Mais vraiment à partir du GIR 4, le droit c'est là où l'APA va être justement, donné à la personne. Ces nouveaux plafonds, ils permettent de financer de nouvelles aides, donc notamment, hein, les aides techniques, les accueils temporaires et les aides à domicile. Par exemple, hein, jusqu'à 5 heures de service d'aide à domicile supplémentaires par mois pour les personnes avec une perte d'autonomie réduite, ce qui sera en GIR 4, jusqu'à 20 heures de service d'aide à domicile supplémentaires par mois pour les personnes les plus dépendantes en GIR 1. Vous voyez que cette réforme, hein, elle a quand même vraiment changé la donne. On pourrait se dire, hein, 4 heures, c'est pas grand-chose. Pour les personnes qui sont en perte d'autonomie, ça peut être énormément de choses. En 4 heures, hein, vous pouvez voilà, vous rendre 2 fois dans la semaine, faire vos courses, vous pouvez bénéficier, voilà, de 4 passages par semaine pour vous aider, à cuisiner vos repas. Enfin, tout est envisageable, mais 4 heures, c'est déjà énorme, même si sur le papier, ça semble pas grand-chose. Cette grille nationale Agir, donc elle permet d'évaluer le degré de dépendance, du demandeur de l'APA, afin de déterminer d'une part l'éligibilité à l'allocation, donc ça, hein, ce que je vous expliquais, du GIR 4 au GIR 1, vous aurez droit à percevoir l'APA. Et aussi les niveaux de dépendance. Donc ça, vraiment d'avoir une vision plus réaliste sur l'autonomie et la dépendance de la personne. Ça, c'est des termes, hein, que je vous expliquerai un petit peu plus tard, notamment quand on sera sur l'éthique, la déontologie, sur la notion d'accompagnement. Qu'est-ce que l'autonomie? Qu'est-ce que la dépendance? On essaiera de définir un petit peu tout ça. Mais pensez bien que l'autonomie, vous êtes
pour la plupart d'entre vous, hein, des personnes qui sont complètement autonomes sur toutes les tâches de leur vie quotidienne. Vous pouvez réaliser ça tout seul sans vous poser de questions. Vous avez besoin d'aller aux toilettes, vous y allez tout seul. Vous avez besoin de vous laver, vous demandez l'autorisation à personne, vous n'avez pas besoin d'aide pour le faire. Vous habiller, ça pose pas de problème. C'est vraiment, voilà, pour la plupart d'entre nous, on est complètement autonome. Les personnes dépendantes, eux, pourront faire plus ou moins de gestes en fonction du degré d'autonomie qu'ils possèdent. Comment marche, cette grille? Donc la grille Agir, elle va vraiment évaluer les compétences, pour les personnes âgées à accomplir 10 activités qui sont corporelles et mentales, qu'on va appeler discriminantes. Donc ça, c'est vraiment les activités de base, hein. Si vous pouvez pas les faire, ça vient directement mettre en branle, bah, votre équilibre, physiologique et puis votre sécurité dans la vie, hein. On reparlera de ça dans les besoins de la personne, la pyramide de Maslow notamment, où on rabordera un petit peu ces notions. Et cette activité qu'on va dire domestique et sociale qu'on appelle illustratif, qui vont nous donner un petit peu plus d'informations sur la recherche de l'autonomie de la personne. Voilà. Donc, seules les 10 activités dites discriminantes sont utilisées pour déterminer le GIR. Les 7 autres, hein, activités illustratives, elles sont vraiment là pour affiner un petit peu la vision de la situation de la personne pour aller plus loin dans le diagnostic. Pour ces 10 activités discriminantes, donc je vais vous les présenter. Histoire que vous voyez un petit peu vraiment qu'est-ce qui est fondamental dans l'autonomie des personnes âgées, qu'est-ce qu'on va évoluer et qu'est-ce qui va nous dire si elles sont autonomes ou si elles sont dépendantes. Donc première chose, c'est communiquer verbalement ou non verbalement, agir et se comporter de façon logique et sensée par rapport aux normes admises par la société. Donc là directement, on vient voir si la personne peut communiquer, donc ça, hein, d'une manière ou d'une autre. La communication verbale, non verbale, ça fera l'objet d'un cours à part aussi où je vous présenterai qu'est-ce que la communication verbale, hein, celle qu'on utilise euh, la plupart du temps. Et puis la communication non verbale, on utilise tous aussi sans forcément s'en rendre compte. Là, vous voyez, hein, je parle, si vous voyez mes mains bouger, je parle un petit peu avec mes mains, ça fait partie de la communication non verbale. Mais il faut savoir pour que les personnes qui peuvent pas vocaliser, qui n'ont pas la faculté justement d'utiliser la locution, on va devoir utiliser d'autres outils pour pouvoir communiquer avec eux. Le langage des signes, dans sa forme complète ou dans le Macathon, des outils type Ezarine, voilà, où on communiquera uniquement avec le regard de la personne. On apprendra, voilà, à développer des outils, je vous expliquerai tout ça en détail par la suite. Et se comporter de façon logique et sensée par rapport aux normes admises dans la société, donc ça, c'est vraiment, hein, vos facultés cognitives, notamment, on reviendra là-dessus sur la maladie d'Alzheimer, mais il faut savoir que dans les maladies neurodégénératives, dans certaines situations de handicap et de déficience, on va avoir des atteintes au niveau du lobe frontal qui régit directement votre comportement en société et vos humeurs. Donc forcément, hein, si jamais vous êtes une personne qui, dès qu'il croise une dame blonde dans la rue, lui saute au visage pour lui arracher les cheveux, on va avoir des difficultés à vous laisser vivre dans la cité pour vous protéger vous et protéger les autres, bien évidemment. Se repérer dans le temps et l'espace, donc ça, hein, être en capacité de savoir où et quand se passent les choses, de pouvoir sortir dehors, revenir dans son domicile, de pouvoir, faire cuire des aliments, sans les oublier sur le feu ou dans le four, tout ça, hein, forcément, c'est fondamental. Faire sa toilette, donc ça, hein, l'hygiène, on y reviendra, mais c'est fondamental aussi dans un but de prévention des pathologies, de prévention des risques microbiens, c'est fondamental. S'habiller, se déshabiller, donc ça, évidemment, hein, dans une notion de protection du corps, de gestion de la température et aussi, hein, voilà, d'apparence qui est fondamentale pour développer des liens sociaux. Se servir et manger, donc ça, hein, les fonctions directement d'alimentation. Si vous mangez pas, vous allez très rapidement avoir des gros problèmes. Assurer l'hygiène et l'élimination urinaire et fécale, donc votre capacité à éliminer vos déchets. Si jamais, hein, ces fonctions d'élimination ne sont pas assurées, pareil, vous allez vite avoir des soucis de santé, des soucis physiologiques qui vont apparaître très rapidement. Se lever, se coucher, s'asseoir, passer de l'une de ces 3 positions à une autre, donc ça, c'est directement la mobilité, hein, vraiment, est-ce que je peux me déplacer seul? Se déplacer à l'intérieur du lieu de vie, donc ça, à l'intérieur de chez vous, est-ce que vous êtes en capacité de vous déplacer sans risque de chute notamment? Et se déplacer en dehors du lieu de vie, est-ce que vous êtes en capacité de pouvoir sortir de chez vous, aller faire des courses, aller à la boulangerie acheter du pain, sans prendre de risques, sans traverser la route n'importe où, sans risquer de tomber, de chuter, ou quoi que ce soit, évidemment. Enfin, utiliser un moyen de communication à distance, téléphone, alarme, sonnette, dans le but d'alerter en cas de besoin. Donc ça, c'est vraiment si vous arrive quelque chose, est-ce que vous êtes en capacité de prévenir les secours, de prévenir vos proches et de leur dire: «J'ai un problème, j'ai besoin d'aide». Voilà. Ça, super important, hein, c'est vraiment ces activités discriminatoires qui vont venir définir qu'est-ce que la personne peut faire, qu'est-ce qu'elle peut pas faire. Là, on est directement dans l'autonomie, la dépendance.
Les activités illustratives, donc là, qui vont venir compléter vraiment notre analyse. Donc gérer ses affaires, son budget et ses biens, reconnaître la valeur monétaire des pièces et des billets, se servir de l'argent et connaître la valeur des choses, effectuer des démarches administratives, remplir des formulaires. Donc ça, c'est vraiment votre capacité à gérer le quotidien au niveau administratif, au niveau financier. Préparer les repas et les conditionner pour qu'ils puissent être servis, donc ça, c'est votre capacité à cuisiner. Il faut savoir que c'est illustratif uniquement parce que même si vous n'arrivez plus à préparer vos repas et que vous êtes en capacité de vous servir, de faire réchauffer un plat et de le manger, on peut tout à fait penser à une livraison de repas ou alors à trouver une solution pour vous préparer des repas en avance. Mais vraiment, savoir préparer un repas, pouvoir conditionner les aliments, garantir la cuisson. Si jamais, c'est pas possible, ça va nous indiquer que oui, il va falloir vous accompagner dans cette démarche. Effectuer l'ensemble des travaux ménagers courants, donc ça encore une fois, hein, pour prévenir la prolifération microbienne, pour garantir l'hygiène, la propreté du logement et justement éviter, le développement de risques à l'intérieur de votre domicile. Pouvoir entretenir le logement est fondamental. Utiliser volontairement un moyen de transport collectif ou individuel, donc ça c'est vraiment dans cette démarche de pouvoir se déplacer, excusez-moi. Acheter volontairement des biens, votre capacité à acheter des objets, des choses, des services en fonction de vos besoins. Respecter l'ordonnance du médecin et gérer soi-même son traitement, donc ça encore une fois, hein, fondamental. Si jamais, vous êtes plus en capacité, de pouvoir le faire, on peut tout à fait mettre en place une prescription médicale où un infirmier viendra préparer justement vos traitements médicaux ou justement, vous les distribuer. Pratiquer volontairement, seul ou en groupe, diverses activités de loisirs, donc ça, un fondamental aussi voilà, pour la citoyenneté, pour pouvoir, vivre pleinement sa vie, se divertir et puis se réaliser. Ensuite, je vous présente du coup, toujours sur ce même cours, hein, l'ensemble, voilà, un petit peu des GIR, donc les différentes catégories de GIR qui existent, en partant du GIR 1, donc qui est là où les personnes seront le plus dépendantes, jusqu'au GIR 6 où là, les personnes, hein, sont, voilà, le plus autonomes. Donc, dans le GIR 1, qu'est-ce qu'on entend? Ce sont les personnes qui sont confinées au lit ou au fauteuil, dont les fonctions mentales sont gravement altérées et qui nécessitent une présence indispensable et continue d'intervenants ou personnes en fin de vie. Donc là, vous voyez, hein, c'est des personnes qui vont être dans une perte d'autonomie physique et d'une perte des fonctions mentales. Donc on est vraiment, hein, dans une dépendance complète. Donc là, le maintien à domicile est complètement impossible pour ces personnes, hein, évidemment. Donc les personnes en GIR voilà, seront placées dans des structures spécialisées, notamment les EHPAD, qui sont vraiment cette dimension, hein, d'établissement, d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, d'où le D d'EHPAD, à pas confondre avec les EHPA, donc, hein, où il n'y a pas le D à la fin, qui n'ont pas cette dimension de dépendance, qui ne sont pas des lieux de vie pour les personnes âgées, qui seront médicalisés avec un accompagnement pour la dépendance. Dans le GIR2, on va trouver les personnes confinées au lit ou au fauteuil dont les fonctions mentales ne sont pas totalement altérées et dont l'État exige une prise en charge pour la plupart des activités de la vie courante. Ou les personnes dont les fonctions mentales sont altérées, mais qui sont capables de se déplacer et qui nécessitent une surveillance permanente. Donc là, hein, c'est des personnes qui sont soit dans cette dimension de dépendance physique complète ou de dépendance cognitive complète. Donc là, c'est vraiment, hein, les 2 sont pas cumulés, c'est soit l'un, soit l'autre et ces personnes vont avoir néanmoins besoin d'un accompagnement quotidien, la plupart du temps 24 heures sur 24 ou en s'en approchant. Donc là, hein, pratiquement à 100 du temps. Heu, les personnes en GIR 2 peuvent encore être à domicile dans une certaine mesure, mais très rapidement, elles vont devoir, se tourner vers les institutions pour pouvoir bénéficier de l'accompagnement sur le long terme, hein, de cette surveillance permanente qui va garantir, bah, leur sécurité et heu et vraiment la prise en compte de toute leur autonomie. Le GIR 3, donc ça, c'est les personnes ayant conservé son autonomie mentale partiellement ou autonomie locomotrice, mais qui a des besoins quotidiennement et plusieurs fois par jour d'une aide pour les soins corporels. Donc ça, hein, c'est toutes les personnes qui vont avoir besoin notamment de l'aide à l'élimination, de l'aide à la toilette, de l'aide à l'habillage. Donc là, on interviendra plus ponctuellement, mais c'est quand même assez renforcé. Et les personnes n'assumant pas seules les transferts, mais qui, une fois levés, peuvent se déplacer seules à l'intérieur de leur logement et qui ont besoin d'aide pour la toilette et l'habillage. Donc ça, hein, c'est les personnes qui vont avoir besoin d'aide, notamment pour toute la mobilisation, mais qui restent encore assez autonomes. Une fois qu'elles sont levées, hein, elles peuvent se débrouiller assez bien toutes seules. Néanmoins, il faut quand même être là pour pouvoir renforcer un petit peu l'aide qu'on va leur apporter.
Dans le GIR 4, on va trouver les personnes n'ayant pas de problème locomoteur, mais qui doivent être aidées pour les soins corporels et les repas. Donc là, c'est des personnes qu'on va aider uniquement dans cette notion hein, d'hygiène corporelle et aussi hein, l'aide à la préparation et à la prise des repas. Donc voilà, ça c'est vraiment, hein, nos 4 GIR qui donnent accès à l'APA, donc qui donnent accès à cette allocation. Le GIR 5 et le GIR 6 ne le donnent pas lieu, mais néanmoins on va le définir quand même. Donc le GIR 5, c'est des personnes ayant seulement besoin d'une aide ponctuelle pour la toilette, la préparation des repas et le ménage. Donc ça, c'est des personnes qui sont assez autonomes, hein, mais qui ponctuellement ont besoin d'aide, notamment la toilette, hein. La plupart du temps, quand on intervient auprès de personnes en GIR 5, c'est, voilà, 1, 2 ou 3 fois par semaine, on va les aider pour prendre leur douche. Le reste du temps, ils peuvent faire une toilette un petit peu tout seuls devant le lavabo ou entretenir du moins leur hygiène, voilà, assez facilement. Et en GIR 6, c'est les personnes qui sont encore autonomes pour les actes essentiels de la vie courante. Donc ça, c'est des personnes, hein, qui sont, voilà, qui peuvent se débrouiller tout seuls. Néanmoins, ils peuvent présenter un petit peu des difficultés, voilà, pour l'entretien du domicile, pour les tâches, administratives courantes. Donc ça, ils peuvent tout à fait bénéficier un petit peu, d'une aide qui sera autre que l'APA. Le changement de GR, donc ça, hein, si l'état de personne le nécessite, elle peut demander une réévaluation de sa situation par courrier adressé au service du département. Donc ça, hein, si une personne a été classée en GIR 5 ou 6 lors d'une précédente demande d'APA, elle peut déposer une nouvelle demande d'allocation si son état de santé nécessite un classement dans un autre GIR. Donc ça, en fonction hein, de l'évolution voilà, de la situation de la personne, il sera intéressant et nécessaire à vous d'être très observateur, de pouvoir analyser et prendre en compte vraiment cette autonomie de la personne et le cas échéant de demander cette réévaluation du plan d'aide. Donc ça, hein, n'hésitez pas à vous tourner vers vos pairs, vers vos supérieurs hiérarchiques aussi, hein, qui vous accompagneront pardon, dans ces démarches. Diminuer la participation financière des bénéficiaires de l'APA. Donc ça, autre, grande ligne de conduite de ce texte de loi. Afin de renforcer l'accessibilité financière à l'APA, la loi du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement revoit pardon, les modalités de calcul de la participation financière des bénéficiaires. Donc ça, hein, pour toutes les personnes qui vont gagner moins de 800 € par mois, aucune participation sera demandée. Donc là, hein, ils toucheront l'APA à taux plus ou moins plein en fonction justement du GIR dans lequel ils se trouvent. Mais il faut savoir que oui, on ne leur demandera pas de participation financière. Voilà. Je vous laisserai lire en détail, hein, là on est vraiment dans les chiffres, ça peut être intéressant pour vous de le lire. Mais voilà, c'est pas forcément le but là de cette présentation. Ce qui nous intéresse plus par contre, c'est l'équipe justement médico-sociale APA du département qui va réaliser l'évaluation des personnes. Donc, quel est son rôle? Vraiment évaluer le degré d'autonomie du demandeur sur la base de la grille Agir. Donc ça, ils vont venir directement à domicile. La plupart du temps, il y aura un médecin, un professionnel du médico-social, hein, ça peut être un assistant social, un éducateur, peu importe. Il y aura tout, voilà, un personnel de santé, un personnel du médico-social qui vont se réunir pour justement voir la personne et l'évaluer dans la réalité de sa situation. Évaluer la situation et les besoins du demandeur, son mode de vie, ses conditions d'habitat, l'implication de son entourage et de ses proches aidants, hein, besoin d'être informé, conseillé, soutenu, avoir du temps libre. Donc tout ça, c'est pris en compte justement par cette équipe qui va permettre un petit peu voilà, de diversifier les modalités de prise en charge, de les adapter vraiment à la personne concernée, au cas par cas. Donc c'est vraiment personnalisé, hein, d'où ce terme APA. Et donc c'est voilà, ça on ira vraiment, pour une personne au bout des choses en prenant en compte toute la dimension, hein, de sa vie. Ils vont élaborer une proposition de plan d'aide qui va indiquer la nature des aides proposées, par exemple le nombre d'heures d'aide à domicile accordées, le nombre de repas portés à domicile, le nombre de journées passées en accueil de jour, les aides techniques, les travaux d'adaptation du logement. Donc tout ça, hein, ils vont pouvoir justement faire un diagnostic et l'exposer, aux personnes justement qui ont fait la demande et aux professionnels afin de mettre tout ça en place. Le coût de ces aides, donc combien ça va coûter réellement à la personne, la participation financière laissée à la charge de la personne, donc combien elle va avoir à payer, elle, par rapport à ce que ça coûte et enfin le montant de l'APA, donc quel, justement, selon ses ressources, selon, son degré d'autonomie, quel va être le niveau de cette allocation. Enfin, identifier les autres aides utiles pardon, au soutien à domicile du bénéficiaire et de son aidant non prises en charge par l'APA. Donc ça, hein, vraiment essayer de voir tout autour, qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui peut aider les personnes,
Ça pourrait être, si je reprends l'exemple de la maladie d'Alzheimer, hein, mettre en contact les personnes avec, France Alzheimer pour bénéficier des temps qu'on appelle les cafés mémoire, où ça permet aux aidants familiaux, aux aidants proches de venir échanger avec d'autres personnes qui sont dans la même situation afin, bah, voilà, de pouvoir exprimer un petit peu ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent au quotidien et de trouver, bah, à travers le regard des autres et la parole des autres qui sont concernés par la même situation, des astuces, des aides, des idées pour améliorer le quotidien de la personne qu'ils accompagnent, par exemple. La loi renforce par ailleurs le droit à l'information des demandeurs de l'APA et de leurs proches. Donc ça, hein, l'équipe médico-sociale APA du département devra présenter l'ensemble des solutions adaptées existantes aux alentours pour être aidés à domicile. Donc ça, hein, c'est vraiment eux qui vont cartographier le terrain et présenter, voilà les structures qui existent, voilà les associations qui existent, voilà les entreprises privées qui existent, qui peuvent vous accompagner, vous aider. Et voilà ce que fait chacun. Tournez-vous vers celui que vous choisissez, mais avec justement un avis et puis une cartographie éclairée vraiment du réseau et du maillage. Enfin, la demande des cartes d'invalidité et des cartes européennes de stationnement peut désormais se faire à compter du 1er mars 2016 directement par le biais du formulaire de demande d'APA. Donc ça, hein, quand vous étiez une personne en situation de handicap, vous le faisiez avec justement votre demande d'AH et votre demande de PCH pour bénéficier de cette carte. Quand vous n'étiez pas en situation de handicap et que vous deveniez un senior et que vous aviez le droit de bénéficier de l'APA, il fallait faire d'autres démarches. Là, maintenant, ça a été centralisé. On fait ça en même temps. Donc qui vous permet de bénéficier, voilà, de des cartes, d'invalidité, hein, qui vous permettent notamment d'accéder aux aménagements pour les personnes en situation d'invalidité, et en situation de handicap, hein, pas faire la queue, aux caisses de supermarché, pouvoir bénéficier justement, d'accompagnement spécialisé dans les ESMS, d'avoir accès aux guichets qui sont adaptés en fonction de votre situation et aussi la carte de stationnement qui vous permet de vous garer sur les places, réservées aux personnes en situation de handicap. Donc, contrairement à ce qu'on croit dans l'imaginaire collectif, hein, les places, pour personnes en situation de handicap et la carte qui y donne accès, dispensent pas les personnes de régler justement leur stationnement. Donc ça, faut en être bien conscient, hein. On a vu ces dernières années pas mal de, voilà, de gens mal intentionnés qui faisaient un petit peu du trafic de ces cartes. Il faut savoir que, voilà, c'est extrêmement dérangeant qu'on puisse utiliser la dépendance de certains et les situations de handicap de certains pour justement, voilà, essayer de bénéficier de de ce qui est adapté pour eux, hein, alors qu'on n'en a pas forcément besoin et c'est voilà, au-delà d'être malhonnête, hein, ça les dispense pas de régler leur stationnement, à ces personnes-là aussi. Bref, la reconnaissance et le soutien aux proches aidants à travers le droit au répit, donc si je vous en parlais avant, hein, dans cette loi, qu'est-ce qui va se passer? On va définir vraiment qu'est-ce qu'un aidant proche. Un proche aidant ou un aidant familial, hein, selon le nom un petit peu qu'on lui donne et on va créer un droit au répit pour leur permettre, de se reposer ou de se dégager du temps pour eux, du temps vraiment nécessaire, hein, parce qu'un accompagnement à temps plein, 24 heures sur 24 auprès d'une personne atteinte de pathologie, une personne dépendante, c'est extrêmement difficile, d'autant plus, hein, encore une fois, quand on est dans des situations de troubles cognitifs où on voit la personne avec qui on a passé des dizaines et des dizaines d'années descendre, dans la dépendance, ça peut être très difficile à vivre. Enfin, elle accorde, une aide financière ponctuelle en cas d'hospitalisation du proche aidant pour assurer la prise en charge de la personne aidée restée seule à domicile. Parce qu'il y a des proches aidants, hein, qui bénéficient pas forcément d'aide à domicile. Le jour où il leur arrive quelque chose, qui va s'occuper de la personne? Comment on va faire? Donc là, ils peuvent bénéficier justement d'une aide financière qui, le temps qu'ils puissent régler leurs problèmes de santé, leurs problèmes de vie, que leurs proches puissent quand même être accompagnés et pris en charge. Donc, qu'est-ce qu'un proche aidant? La loi donne une définition du proche aidant d'une personne âgée en perte d'autonomie. Il s'agit du conjoint, du partenaire avec qui la personne âgée en perte d'autonomie a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, un parent, un allié ou une personne résidant avec elle ou entretenant avec elle des liens étroits et stables comme un voisin ou un ami. Vous voyez que c'est très très large, hein, qui lui apporte son aide pour une partie ou la totalité des actes de la vie quotidienne de manière régulière et à tout titre non professionnel. Donc ça, hein, les aidants proches et les aidants familiaux ne sont pas des professionnels. Néanmoins, ils ont vraiment un statut qui va définir qui ils sont. C'est super important. Les temps de répit de répit facilités pour les proches aidants, hein, vraiment, voilà, pour leur donner ce droit au répit, ce droit au repos. Donc ça, la loi instaure un droit au répit pour les proches aidants de personnes bénéficiaires de l'APA. Donc ça, toutes les personnes qui bénéficient de l'APA, tous les proches aidants de ces personnes peuvent bénéficier, hein, vraiment de ce droit au répit.
assurant une présence ou une aide indispensable à la vie à domicile de leurs proches. Ça, il faut vraiment qu'ils soient dans une démarche d'accompagnement au quotidien de la personne et qui peuvent être remplacés pour assurer cette aide par une personne de leur entourage. Donc voilà un petit peu ce qui définit, le proche aidant, dans cette dimension répit. Ce droit au répit peut être activé quand le plafond du plan d'aide APA de la personne aidée est atteint. Il peut financer dans la limite de 500 € par an, donc l'accueil de la personne aidée dans un accueil de jour ou de nuit. Donc ça, il y a des structures spécialisées, soit en accueil de jour où vous pouvez laisser la personne à la journée, soit en accueil de jour et de nuit où là, vous la laissez à temps plein vraiment dans une structure adaptée. Un hébergement temporaire en établissement ou en accueil familial, donc ça, extrêmement important, et un relais à domicile, le cas échéant, où, vous bénéficierez d'aide à domicile pour venir compléter, voilà, la prise en charge de la personne. Donc ça, si vraiment, le répit, le statut d'aidant proche, vous avez envie d'en apprendre plus, il y a une super association sur la métropole, qui se trouve à Tassin-la-Demi-Lune, qui s'appelle la Maison des aidants, voilà, qui offre vraiment du temps de répit en permettant aux personnes, dépendantes de venir passer du temps là-bas et à leurs aidants proches de venir aussi dans le même lieu bénéficier d'un accompagnement, du soutien de professionnels et voilà, d'activités pour eux. Super important. Ils pourront, beaucoup plus vous en parler si ça vous intéresse. La prise en charge des personnes âgées en perte d'autonomie dans le proche aidant est hospitalisé, donc ça encore une fois, hein, c'est ce que je vous expliquais. Heu, quand il arrive quelque chose au proche aidant, il faut qu'on trouve une solution pour la personne aidée, donc ça, on peut avoir des aides qui vont venir financer un hébergement temporaire pour la personne aidée ou alors le relais à domicile. Donc ça, hein, c'est vraiment essentiel aussi. Je passe un petit peu plus loin dans ce cours, hein. Alors, de nouvelles aides pour améliorer la prévention de la perte d'autonomie, donc ça, des aides individuelles pour faciliter l'accès des personnes âgées de plus de 60 ans aux aides techniques. Donc ça, il faut savoir qu'on peut trouver des ressources, un petit peu des aides en plus de l'APA notamment, pour pouvoir avoir des aménagements du domicile, les équipements, on peut penser à des baignoires qu'on va venir adapter, à transformer une salle de bain, à équiper justement, un domicile avec des chemins lumineux pour aider la personne à se déplacer. Il y a vraiment énormément d'aides qui existent, qui peuvent être utilisées, alors soit par les mutuelles, soit par les caisses de retraite. Hem il peut y avoir énormément de, voilà, de partenaires à mobiliser dans ce genre de choses. Mais évidemment, hein, ce qu'on disait un petit peu plus haut, l'équipe d'évaluation de l'APA va s'occuper de vous présenter tous ces dispositifs et de vous accompagner justement en fonction des besoins de la personne. Des actions collectives de prévention de la perte d'autonomie à destination des personnes âgées de plus de 60 ans, donc ça, hein, des actions collectives de prévention. Par les résidences autonomes, donc ça, avant ça s'appelait les foyers logements. Ces actions sont ouvertes à leurs résidents, mais aussi aux autres personnes âgées souhaitant y participer. Donc ça, vous trouvez énormément d'actions collectives, de renseignements, d'aide à la prise en charge de la dépendance, de repérage qui sont directement diffusées dans ces foyers de vie. Les services d'aide à domicile et les SPASAD, donc ça, c'est les services polyvalents d'aide et de soins à domicile qui, là aussi, hein, vont venir, travailler au niveau, information, qualité de vie des personnes et les CCAS aussi, les centres communaux d'action sociale, qui vont être dans cette prévention de la perte d'autonomie, la sensibilisation des personnes et voilà, pas mal de choses aussi, de ce type. On trouve aussi dans ce texte de loi, hein, donc un renforcement de la transparence et de l'information sur les prix pratiqués en EHPAD. Donc ça, c'est évidemment fondamental, hein, pour ceux qui vont se diriger en structure, tous ceux qui auront choisi le public, des seniors, dans leur présentation un petit peu de livret d'études de situation. Savoir comment fonctionne un EHPAD, ça c'est super important, notamment pour les AES qui se dirigeraient vers la spécialité en structure. Donc comment ça se passe, ce renforcement un petit peu voilà, de la lisibilité? Il faut savoir qu'avant, c'était très, très obscur, hein, comment ça fonctionnait pour le financement des EHPAD. Aujourd'hui, ils doivent tous, dans leur livret d'accueil, présenter les modalités, d'accueil et les modalités de financement aux personnes. Donc les prix de l'hébergement pratiqués par l'ensemble des EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, publics, associatives et privés commerciaux. Donc ces prix sont affichés et ils correspondent à un socle de prestations liées à l'hébergement. Donc ça, hein, le prix, c'est vraiment, l'hébergement, ça va être le reste à charge de la personne. Les tarifs dépendance en vigueur dans l'établissement, mais là qui seront pris en charge évidemment en fonction, voilà, de la dépendance de la personne, les allocations peuvent être mobilisées. Il faut savoir, hein, qu'un EHPAD, comment ça fonctionne? Il y a 3 financements possibles. Enfin,
dans ce que vous avez à payer, en fait, c'est trois on va dire 3 portefeuilles différents. Le premier, bah, c'est le portefeuille hébergement qui est aux frais de la personne. Donc ça, c'est ce que vous payez, hein, c'est vraiment, votre hébergement, votre alimentation, tout ce qui va être, entraîné par ça. À savoir que, vous pouvez tout à fait utiliser, hein, les aides, à l'hébergement pour pouvoir financer ça, donc notamment les APL, hein, que vous pouvez continuer à percevoir quand vous êtes senior et qui peuvent financer une partie en tout cas de, voilà, de ce tarif hébergement et les autres aides évidemment, hein, sur le logement. Vous avez le forfait dépendance, donc là, hein, qui sera couvert, bah, la plupart du temps en fonction de la dépendance de la personne par ses allocations, très important. Et enfin, tout ce qui est, du point de vue médical qui là sera pris en charge par la sécurité sociale et par la mutuelle. Vous trouverez, hein, du coup, voilà, sur les sites internet, hein, du gouvernement des simulateurs qui proposent un petit peu de vous faciliter justement les démarches, savoir un petit peu combien ça va vous coûter. Donc ça, hein, c'est vraiment, dans le but d'accompagner vos personnes si jamais cette volonté d'être placé en institution se manifeste ou si vos familles vous émettent justement, émettent des voilà, la nécessité que vous les conseillez, que vous puissiez les informer. Sachez que voilà, sur les sites du gouvernement, vous trouvez énormément d'informations essentielles qui vont vraiment vous aider, dans toute cette dimension-là. Enfin, afin de renforcer les droits des résidents en EHPAD, la loi définit par ailleurs les sanctions encourues par les établissements qui ne respectent pas certaines obligations, alors même qu'ils opèrent dans un secteur où par essence le consommateur est généralement vulnérable. Donc ça, hein, il faut être conscient que la maltraitance dans nos professions existe, on aura un cours dédié là-dessus. Il ne faut pas se voiler la face, hein, ça se produit malheureusement trop fréquemment. Et les établissements, notamment les EHPAD, ont des comptes à rendre, hein, si jamais ils ne respectent pas leurs engagements. Ils peuvent avoir des graves problèmes, des amendes à payer, des peines de prison qui peuvent être infligées à leurs responsables et aussi une fermeture du lieu, si vraiment les défaillances sont reconnues. Si jamais vous voulez en savoir plus pour, justement, hein, le public personnes âgées, je vous invite, à vous diriger vers le lien que je vous ai marqué tout en bas de page, hein, www.pourlespersonnesagées.gouv.fr. Donc ça, vous voyez, hein, ça fait partie aussi de cette loi et qui a permis vraiment, hein, de donner une information beaucoup plus claire, lisible aux personnes accompagnées, à leurs proches aidants et à leur famille. Voilà. Je vous remercie du coup pour votre écoute, hein, pour ce petit cours sur le texte de loi qui concerne les personnes âgées. Donc là, c'est vraiment les deux lois fondamentales, hein, 20 juillet 2001 et 28 décembre 2015. Merci à vous.